Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci de vous être déplacés malgré la pluie jusqu'ici. Merci à vous, Isabelle Falconier. Merci de l'invitation. Donc aujourd'hui, on va parler de vous, premièrement. Donc vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse de Genève. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi l'une des politiciennes du livre de la ville de Lausanne. C'est un titre très ronflant, déléguée à la politique du livre de la ville de Lausanne, mais en gros c'est une sorte de Madame Livre de la ville. Voilà, tout ce qu'on peut faire pour rendre le livre dynamique, attractif, on le fait. D'accord, alors on parlera justement de ça. Et ensuite on parlera aussi des jeunes, des réseaux sociaux, de la lecture, etc. Très volontiers. Voilà. Donc déjà par rapport à vous, comme on l'a dit, vous avez trois rôles. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces trois différents métiers que vous avez Moi, je le considère vraiment comme un seul. Dans le fond, ma passion, c'est le monde du livre. Et j'ai pu, dans le fond, développer ces dernières années, dans le fond, plusieurs fonctions ou mandats ou, dans le fond, voilà, professions, mais qui toutes font que je me sens aujourd'hui comme une sorte de militante du livre. C'est-à-dire que, alors à la base, je suis une lectrice passionnée. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir baigné là-dedans quand j'étais depuis toujours. J'étais vraiment la gamine qui se cachait sur le lit avec sa lampe de poche pour lire. Aujourd'hui, je suis toujours une lectrice passionnée. Dès que j'ai un moment, voilà, heureusement, je prends beaucoup de transport public, alors on peut lire partout. Enfin, je suis vraiment une lectrice passionnée. Et puis ensuite, plus le temps a passé, plus du coup, j'ai cherché à réaliser des activités, dans le fond, à pouvoir vivre de ma passion. Et heureusement, le monde du livre, c'est assez divers. Alors, certes, je ne suis pas écrivaine, je n'écris pas des romans, mais je vis en partie de ma plume en étant journaliste, critique littéraire et chroniqueuse à l'hebdo. J'ai adoré pouvoir faire de ma passion de la lecture, dans le fond, mon premier métier, c'est-à-dire que je me suis dit, comment je peux partager ma passion du livre ? J'essaye de convaincre des gens que les livres que j'ai trouvés intéressants pour une raison ou pour une autre, les auteurs que j'ai trouvés intéressants, en allant les rencontrer, en écrivant dans des médias sur ces livres, voilà, je peux partager cette passion. Et puis ensuite, toujours dans l'envie de transmettre cette passion, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des livres, avec des écrivains ? Typiquement, un salon du livre, comme le Salon du Livre de Genève, qui est la plus grande manifestation littéraire de Suisse, et après le Salon du Livre de Paris, la deuxième plus importante dans le monde francophone, c'est un terrain de jeu fabuleux pour qui, comme moi, a envie de partager cette passion. Donc depuis 4 ans, j'ai repris la présidence du Salon du Livre. Je travaille en tandem d'ailleurs avec une autre femme qui est la directrice du salon et on forme une sorte de duo où on s'est demandé comment faire évoluer un salon du livre. Comment faire en sorte que, la première question qu'on m'a posée quand j'ai repris cette présidence, je me dis mais à quoi ça sert un salon du livre aujourd'hui ? Des livres, on en trouve partout, sur Internet, et puis de toute manière, les livres, plus personne en lira dans 10 ans, on arrivera à la conversation, les jeunes lisent-ils encore. Mais non, un salon du livre, c'est un événement humain, c'est un événement qui rassemble, c'est un événement ludique, c'est un événement justement, c'est pas une pile de livres posée dans un coin. Donc voilà, j'ai trouvé avec cette deuxième fonction, mais qui est pour moi le prolongement des activités de critique littéraire, quelque chose pour élargir mon envie de transmettre l'univers du livre, qui je trouve est d'une richesse et d'une modernité incroyable. Et puis, la ville de Lausanne a eu la bonne idée l'an dernier, dans le fond, de créer un poste de délégué à la politique du livre. Ça veut dire que la ville de Lausanne a envie de rendre dynamique le milieu du livre, a envie d'aider les éditeurs, les écrivains, les associations, enfin tout le tissu qui travaille à rendre le livre justement vivant, attractif et à le transmettre aux lecteurs. Et mon mandat à Lausanne, justement, il est à la fois de créer des événements autour du livre, avec tous les lieux. Les bibliothèques, les librairies, les cinémas, pourquoi pas les musées, on peut faire rayonner le livre dans tous ces lieux, quoi. Et puis il est de se demander comment une ville peut aider ses éditeurs à vivre, à
choisir des auteurs intéressants et puis ensuite, bien entendu, à faire en sorte que ces auteurs trouvent leur lecteur, quoi. Donc c'est vrai, c'est 3 fonctions, mais pour moi, c'est un peu le même métier, quoi. Oui, vous êtes un peu ambassadrice du rayonnement du livre. C'est ça. Tout à fait. Mais en plus, vous avez des enfants, c'est pas un peu, vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu de travailler à 300%, vous savez? Ben, disons, je pensais pas qu'une jeune femme plus jeune que moi encore allait me poser cette question. On a beaucoup, les générations avant nous se sont beaucoup battues pour que les femmes puissent travailler, faire des enfants et pas devoir choisir. Alors, j'ai des passions flexibles, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de toujours me trouver dans des professions, des métiers qui avaient une bonne dose de flexibilité. Ce qui veut dire que ce n'est pas un travail où l'on timbre, où on doit absolument être astreint à des heures de bureau. C'est typiquement des métiers, journaliste ou typiquement le salon du livre, où si j'ai besoin d'être présente pour mes enfants et travailler le soir ou le week-end et devoir prendre du temps la semaine, c'est possible, quoi. C'est une chance. Alors mes enfants sont grands, j'ai un garçon de 19 ans et une fille de 16 ans. Alors effectivement, ils ont nettement moins besoin de ma présence qu'il y a quelques années. Et non, j'ai tout. Et puis bon, je suis bien organisée, je travaille beaucoup et ça n'a jamais été un souci. Et je pense que c'est important de montrer à ses enfants qu'on peut avoir un métier qui nous passionne au point de ne pas compter ses heures. Je pense que ça, rien que ça, c'est important. Et que le monde professionnel n'est pas forcément quelque chose qu'on doit subir. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de montrer à mes grands-enfants. D'accord, oui. Du coup, en fait, lorsque vous étiez jeune, vous étiez déjà passionné de tout ce qui était lecture, etc. Vous aviez fondé une radio même. Alors, j'avais participé à la création de Fréquence Banane. Oui. Fréquence Banane était une radio de campus, radio de l'Université de Lausanne et les PFL. C'était porté par des gens comme Fatih Derder ou Nicolas Dufour, qui sont des gens qui sont restés dans les médias. Nicolas Dufour est maintenant journaliste au Temps, Fatih Derder a fait beaucoup de radio, maintenant il est conseiller national. J'ai été longtemps active à l'Auditoire, qui existe toujours, qui est la publication des étudiants de l'Université de Lausanne. Donc oui, quand j'imagine que c'est soit une forme d'absence d'originalité totale, c'est-à-dire ce que j'aimais faire à 15 ans, j'aime toujours le faire aujourd'hui, sauf que j'ai réussi à le développer, à l'adapter évidemment et à le renouveler sans cesse, quoi. Mais oui, quand on a envie d'être journaliste, mais l'expérience même que vous menez à 24 heures le prouve, tout est bon à prendre et on trouve à tout âge. Joël Dicker a fondé la Gazette des animaux à l'âge de 10 ans. Il aimait écrire, il avait une passion qu'il avait envie de transmettre. Et je pense que quand on a quelque chose qui nous intéresse dans la vie, déjà ça se voit très jeune. Et ensuite, à chaque étape de sa vie, qu'on soit enfant, adolescent, étudiant, jeune adulte et bien au-delà, on trouve une manière de concrétiser cette passion, de l'exercer, de se jeter à l'eau. C'est ça qui est important, se jeter à l'eau. Et vous n'avez jamais voulu, vous, écrire, être romancière à part... Oui, mais autant que le reste. Et puis, chaque chose en son temps. Si les choses doivent venir, elles viendront. Mais aujourd'hui, ma vie est remplie et satisfaisante avec Et quand on écrit dans les médias, dans le domaine littéraire, quand on fait de la chronique, c'est déjà des genres journalistiques dans le fond très personnels et qui permettent une bonne dose d'expression personnelle. Et puis, quand on reçoit chaque semaine des dizaines de livres, évidemment, il y a un petit côté à quoi bon soi-même se dire tout est écrit, tout est déjà écrit, tout sera écrit demain. D'accord. Donc c'est par modestie quelque part qu'il y a d'autres livres. Aucune idée. Pour l'instant, c'est pas le cas, simplement. D'accord. Et du coup, vous auriez pu participer au Labo 24 si ça vous avait été proposé quand vous étiez adolescente? Sans doute, mais effectivement j'ai trouvé, j'imagine, d'autres terrains de jeu adolescentes, quoi. Effectivement, l'auditoire, Fréquence Banane, Radio Acidule aussi, toutes ces structures intéressantes, soit associatives, soit faites par et pour les jeunes, sont
très importantes, il faut qu'elles existent. Il ne faut pas effectivement qu'il y ait une envie et tout à coup rien jusqu'après des études. Il faut que les jeunes puissent tester leurs envies, voir s'ils sont capables de faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont l'ambition de faire. Il faut que les collèges encouragent les journaux dans les collèges. Il faut que ce genre de choses existent comme un laboratoire, voilà, comme des laboratoires, quoi. Oui. Ensuite, heureusement, les journaux restent encore ouverts. Moi, ma première expérience de, entre guillemets, vrai journaliste, j'ai commencé à faire des piges d'été dans 24 heures ou à d'autres journaux, même encore beaucoup plus petits, locaux. Voilà, j'ai fait les festivals, j'ai dû faire une critique d'un concert de Patrick Bruel il y a très très longtemps. Mais c'est le genre d'expérience dont on se souvient, parce qu'après des années à faire du journal d'étudiant, tout à coup avoir son premier article, même si aujourd'hui évidemment il faut surtout jamais se relire, attends, après, heureusement on fait des progrès, c'est des moments qui comptent. Oui, donc vous vouliez faire rayonner le livre, etc. Mais qu'est-ce qui vous touche dans un livre en particulier? Vous arrivez à dire dans vos critiques littéraires quels sont les livres qui vous plaisent particulièrement et pourquoi? Alors l'exercice de la critique littéraire est toujours double, c'est-à-dire qu'il y a évidemment les valeurs, ce qu'avec l'expérience, avec la vue générale qu'on a sur la littérature, avec disons le savoir théorique qu'on a sur ce qu'est une œuvre littéraire, il y a la manière dont on peut dire effectivement cette œuvre est bien écrite, cette œuvre a de l'ambition, cette œuvre a une bonne structure, voilà. Et puis ensuite, évidemment, tout ce qui est de l'ordre du ressenti. Aucune critique, mais que ce soit de cinéma ou littéraire, n'a la vérité absolue. On sait bien, on a tous une ou deux critiques dont on sait que si cette personne déteste un livre, nous, ou un film, nous, on va l'adorer. Parce que justement, c'est là qu'entre, évidemment, en ligne de compte, le goût personnel, quoi. Moi, j'aime quand l'auteur arrive à transmettre une émotion, arrive à transmettre une profondeur. J'arrive quand évidemment il y a à la fois une forme qui est réussie, qui aboutit, et puis un fond qui laisse des traces, qui fait qu'on n'oublie pas les personnages, qui fait qu'on n'oublie pas le sentiment qui émane d'un livre, que ce soit de la nostalgie, du drame, de la joie. Et puis ensuite, évidemment, on ne juge pas un polar comme on juge un journal intime, comme on juge une comédie romantique ou comme on juge une autobiographie. Chaque genre aussi a ses critères de réussite ou d'échec du livre qui nous est proposé. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a aidé ou vous avez particulièrement aimé pendant votre adolescence justement et que vous devriez conseiller à tous les jeunes qui ne sauraient pas quel livre choisir? C'est terrible de donner des conseils parce que justement c'est tellement la relativité, c'est le goût des autres. Ce qui nous touche nous n'a finalement qu'une petite partie de chance de toucher l'autre. On a tous des grandes passions d'adolescence en matière de lecture. Moi j'étais passionnée d'auteurs comme Marguerite Duras, comme Virginia Woolf, comme Antonin Artaud. C'est des passions dans le fond très partagées. Donc ce qui est la preuve que c'est heureusement, il y a certains critères pour décrypter que Marguerite Duras, oui, était une écrivaine bonne, intéressante et qui a changé la vie de pas mal de gens. Jeune adulte, il y a un livre qui a, je pense, en grande partie changé ma vision de ce qu'était, de la littérature, c'est un auteur qui s'appelle Serge Doubrovsky. Voilà, qu'on dit aujourd'hui qu'il a inventé l'autofiction. Cette autofiction qui a fait ensuite beaucoup de débats avec des auteurs comme Christine Angot. Il a écrit un livre qui effectivement est un livre dont je n'oublierai jamais la lecture, qui s'appelle Le Livre brisé, et qui est un livre dans lequel il raconte sa relation difficile avec sa femme d'alors, qui s'appelait Élisée, et
ce livre qui raconte une relation difficile en cours. À un moment donné, la femme de Serge Dubrovsky lisait le livre d'ailleurs en train de s'écrire, et à un moment donné elle se suicide. Et donc le livre brisé s'appelle le livre brisé à cause de cette brisure, cette fissure, cette cassure au milieu, qui évidemment est le suicide de la femme de Serge Dubrovsky pendant qu'il écrivait un livre sur la relation difficile de couple qu'ils avaient entre les deux. Évidemment qu'il se sent responsable en disant c'est ce que j'ai écrit que ma femme n'a pas supporté de lire. Évidemment que nous, lecteurs, savons que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que cette femme était dépressive, alcoolique, que... voilà, bref, d'autres, on ne se suicide pas pour une seule raison, généralement, c'est quelque chose de très compliqué. Mais ce livre-là pose les bases de toute la réflexion qu'on a eue et qu'on a encore sur l'autofiction, les liens entre la vie et la littérature, sur les écrivains et leur œuvre, sur les écrivains et leur entourage. Il n'y a rien de pire dans une famille d'avoir un écrivain. Généralement, c'est une malédiction, parce qu'on sait qu'il va révéler des choses, dire des choses, et qu'il va forcément y mettre de sa vie et que l'entourage, souvent, ne supporte pas. Voilà, donc c'est vrai que le livre brisé de Serge Dubrovsky, si on est passionné par la chose littéraire, et c'est un livre poignant, écrit avec une écriture pas du tout classique, c'est une expérience assez inoubliable. Hein. Oui, d'accord. Et vous avez dit, tous les adolescents ont des grandes passions de lecture, mais on dit maintenant beaucoup dans les journaux et partout que, justement, comme vous avez dit avant, les jeunes ne lisent plus, lisent moins, etc. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'il y a un changement en train de s'opérer en ce moment? J'ai autour de moi énormément d'adolescents qui ont de grandes passions de lecture. Les grandes passions de lecture n'arrêtent pas de se renouveler. Le goût des histoires n'a absolument pas changé. Ça, c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas moins bien ou d'aimer, d'avoir une grande passion de lecture pour Harry Potter ou pour Twilight, qu'on pouvait avoir de grandes passions de lecture pour Dumas si on était un adolescent au temps d'Alexandre Dumas. En termes de passion de lecture, ça n'est pas utile de faire des hiérarchies, dans le sens que l'expérience de lecture, et quelle que soit finalement la qualité littéraire de l'œuvre que l'on lit, elle est la même. Lire une histoire, c'est se projeter dans des personnages, c'est notre inconscient se rend compte qu'il peut être autre chose, qu'il peut vivre autre chose. C'est pour ça que la lecture est effectivement quelque chose d'important. C'est parce que plus profondément encore que le cinéma, que la peinture, ou même encore que la musique, elle nous permet d'imaginer vivre une autre vie, qu'elle nous permet d'évoluer. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on croit beaucoup en les vertus de la bibliothérapie et qu'il y a tout un courant de psy, dans les pays anglo-saxons surtout, mais ça arrive en France, qui prescrivent des livres. C'est-à-dire que suivant l'état d'esprit, peut-être la dépression ou dans lequel est la personne qu'ils ont en face d'eux, ils vont se dire, si cette personne peut évoluer en lisant certains livres. Et que donc, le thérapeute qui suit un patient va savoir, parce qu'il se sera renseigné, parce qu'il aura lu beaucoup de livres, que ce soit des livres de littérature ou des livres d'ailleurs de services, de conseils, ou des livres de récits de vie, va pouvoir conseiller à telle personne de lire tel livre en sachant que ça va l'aider à évoluer, que ça aura un effet actif vraiment sur la personne qui est en recherche d'aide ou d'évolution, ou de consolation, voilà, ou d'aide contre la dépression par exemple, quoi. Donc pour moi, les jeunes autour de moi et les jeunes continuent à aimer lire. Et même s'ils ne lisent pas forcément des livres, le goût des histoires qu'on trouve aujourd'hui sur tous les supports, je veux dire que ce soit Internet, les séries télé, les jeux vidéo, ce goût de l'histoire, il est commun avec la lecture. Simplement, on a tellement le choix aujourd'hui. C'est vrai que quand on a 15 ans aujourd'hui, on a tellement le choix dans nos sources. Voilà. C'est ça qui diffère, et donc ensuite c'est un peu une question de temps. Et puis ensuite peut-être que
l'école, peut-être les médias classiques, les chaînes de télévision un peu mainstream devraient un peu se remettre en question et se demander comment effectivement on peut donner le goût de lire les classiques, les livres actuels à une génération qui a moins l'habitude du support. Voilà, livres. Et comment faire en sorte que les livres ils soient vraiment présents sur ces petits téléphones, que tous les canaux qui existent aujourd'hui de divertissement, de communication, comment on peut faire en sorte qu'on y mette la littérature, voilà, qu'on les remplisse d'histoires, de livres actuels, de livres anciens, voilà. Comment la littérature soit présente sur ces canaux de diffusion qu'utilisent et sur les objets qu'utilisent toutes les générations. Oui, donc vous pensez que l'avenir c'est un peu les livres électroniques, ce genre de choses, quelque part des livres présents différemment. J'ai confiance en le pouvoir de l'histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un livre pour moi ça veut dire une bonne histoire. Une histoire, ça ne veut pas dire un livre papier. Un livre numérique pour moi est un livre autant qu'un livre papier. Il faut donc trouver les bons moyens de transmettre la littérature, les livres qui s'écrivent, transmettre l'écrit, peut-être qu'il faut que l'écrit évolue. Aujourd'hui, le roman graphique a énormément de succès, mais il peut être très littéraire. On voit un auteur comme Frédéric Pajac, donc qui est très littéraire, qui est un vieux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas un jeune auteur débutant de 20 ans, c'est quelqu'un qui a commencé à faire de la peinture classique, du roman classique, et aujourd'hui, il fait du roman graphique. Ses livres, il y a autant de textes que de dessins, d'ailleurs, qu'il fait lui-même. Mais c'est un genre parfait pour être lu sur des iPads, des tablettes, pour être lu à différentes vitesses. On peut ne faire que regarder ses dessins ou que lire le texte. Les deux sont assez indépendants, mais quand même résonnent l'un avec l'autre. Dans le fond, on voit qu'on peut produire des œuvres qui se prêtent au nouveau support technique qui sont utilisés alors par les jeunes mais par toutes les générations, quoi. Simplement il faut ensuite que ceux qui produisent de la création littéraire s'assurent que ce qu'ils produisent soit vraiment disponible sur tout le support. C'est ça pour moi le souci. Et une fois que ça sera disponible, l'offre crée la demande. Voilà. Oui, tout à fait. C'est un cortège. Quelques mariachis mexicains peut-être. Voilà. Oui, est-ce que vous nous entendez quand même si on continue à parler? Magnifique, alors on est en fond musical. Oui. Non, mais c'est très agréable. Mais c'est vrai que moi, alors, je suis quelqu'un de plutôt optimiste et je n'ai pas l'impression que le livre ou la lecture vont particulièrement disparaître. Simplement, elles vont s'adapter et prendre des formes nouvelles. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Joël Dicker dans une interview de la semaine passée. Et il a dit on accuse toujours les jeunes de ne plus aimer lire, mais il faut voir ce que les adultes font pour les y intéresser en fait, à la lecture. Et donc vous pensez... Et je connais des tas d'adultes qui ne lisent pas non plus. C'est vrai que cette opposition jeune-vieux n'est pas forcément toujours pertinente, quoi. Et on voit aussi que la génération des 20 ans prend en charge les livres. Le phénomène des booktubeuses, des jeunes femmes qui font la promotion des livres qu'elles aiment via aujourd'hui ces nouveaux canaux que sont les chaînes YouTube. C'est pas anodin, c'est révélateur de quelque chose qui pour moi m'inspire confiance. D'accord, donc vous pensez pas que ce soit une mauvaise chose? Est-ce que vous entendez? Oui. Vous pensez pas que ce soit une mauvaise chose que les jeunes soient sur leur tablette? Parce qu'au contraire, ils peuvent justement plus lire, plus facilement. Tout à fait. C'est juste un outil de communication divers. C'est un canal, c'est des tuyaux. Ensuite, il faut savoir les alimenter avec des choses intéressantes, importantes et riches et littéraires. Non, tout à fait. Pour moi, ça reste de l'écrit. Il y a quelques années, on disait l'image va gagner. On est dans la civilisation de l'image. Mais les jeunes n'ont jamais autant écrit. Pour converser sur Twitter, sur Facebook, alors certes sur WhatsApp c'est plus des photos que du texte, mais il faut savoir écrire. Ensuite se pose la question de l'évolution du langage et de l'éventuel appauvrissement du langage. Est-ce que jouer avec le langage, le rendre, comment
dire, le contracté. Est-ce que c'est... Aujourd'hui, on dit que le verlan d'il y a 20, 25 ans est en fait une richesse. C'est une forme, finalement, de patois. Donc non, pour moi, l'important, c'est que la richesse, les différentes sources de littérature soient là. Que si on veuille continuer à lire du Shakespeare, on puisse le trouver. Mais que si on veut lire Twilight, on puisse aussi le trouver. Voilà, c'est ça l'important. D'accord, donc c'est un agrandissement quelque part. Un élargissement du champ des possibles. Oui. Voilà. Ils vous applaudissent à l'avance. Oui, et donc vous êtes présente sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous pensez être accro? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une forme de dépendance à ça de votre part ou de votre entourage? Ou est-ce que vous arrivez à vraiment les utiliser à bon escient? Si vous avez une recette pour que mon fils de 19 ans joue moins aux jeux vidéo, très volontiers. C'est un outil de travail. C'est un outil de plus. C'est des outils de plus. C'est utile, évidemment, que ça va beaucoup plus vite d'écrire des mails que de taper des lettres à la machine, de coller des timbres, d'attendre 2 jours qu'elles arrivent et d'attendre 2 jours de plus qu'on ait en retour. C'est des outils. Donc profitons de ces outils. C'est des outils de communication. On peut en un clic, évidemment. Joël Dicker, il a posté le 18 juin 5 mots pour dire rendez-vous le 26. Non, il avait même mis le 1er octobre. Voilà, enfin, bref. 5 mots avec un smiley et d'un coup, effectivement, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été instantanément au courant de la sortie, enfin, 3 ans après, du livre suivant La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Nous, que ce soit, j'utilise Facebook comme outil de communication, d'information, voilà, pour dire à la ville de Lausanne, voilà ce qu'on fait, au salon du livre, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'il va passer. Si on ne les maîtrise pas, c'est dans le fond, on fait mal son travail, puisque ce sont des outils à disposition. C'est comme si vous allez chez le dentiste et qu'il utilise une fraise datant de 25 ans. Vous direz non mais attendez, il existe des choses un peu voilà, plus récentes. Donc c'est des outils, il ne faut pas non plus y investir plus que ça ne représente. Il ne faut pas en attendre davantage, il ne faut pas se faire d'illusions, il faut être assez lucide. Ensuite, chacun sa personnalité. On peut être accro au travail sans smartphone et travailler tout le temps, même avant l'ère d'Internet. Donc ensuite, moi personnellement, j'ai beaucoup de peine à décrocher de mes emails et je les lis tout le temps. Jusqu'à très tard le soir, depuis très tôt le matin, mais ça ne vient pas voilà, disons de la technique elle-même, ça vient simplement de la manière dont on aborde son travail, c'est tout. Vous avez dit tout à l'heure qu'on écrivait plus sur Twitter, Facebook, etc. Mais j'ai aussi lu récemment qu'il y a beaucoup plus d'auteurs qui percent maintenant, notamment en Suisse. Et du coup, c'est une rentrée littéraire très très riche cette année. Est-ce que vous attendiez ou attendez encore particulièrement un livre, le livre des Baltimore de Joël Dicker, ou je ne sais pas, un roman particulier cette année? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui s'éditent, beaucoup de livres qui s'écrivent. Alors, dans le fond, la culture s'est extrêmement démocratisée depuis, je dirais, peut-être 2 générations. Tout le monde s'est mis à écrire, ce qui est très bien. C'est bien d'écrire. Les ateliers d'écriture sont pleins de participants. Donc du coup, tout le monde, à un moment donné, a envie d'être publié. Là, encore une fois, c'est très bien, mais ensuite, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. C'est très difficile, non seulement d'écrire, d'être publié, mais ensuite d'être lu. Il n'y a qu'un Joël Dicker par génération dans un pays comme la Suisse romande, ça c'est clair. Et puis, il est aussi de plus en plus facile d'éditer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les logiciels de mise en page, l'ordinateur, l'évolution des imprimantes, il est très facile de décider d'être soi-même éditeur aussi. C'est aussi pour ça qu'on assiste aujourd'hui en Suisse romande à un foisonnement de petites maisons d'édition et puis de nouveaux auteurs. Pour moi, c'est réjouissant, mais ça veut quand même dire que la grande partie de l'activité d'édition n'est pas viable. C'est pas on ne peut pas en faire son métier, c'est comme un hobby. Tant qu'on est d'accord avec ça, pourquoi pas. Le livre de Joël Dicker, c'est très difficile à expliquer pourquoi un livre, tout d'un coup, suscite un tel engouement.
Pourquoi il parle non seulement à 1000, 2000 personnes, mais effectivement 3 millions dans le monde. Il a vendu 3 millions d'exemplaires de son livre précédent, qui était d'ailleurs son deuxième livre publié, puisque le livre d'avant, paru 6 mois avant, n'a pas eu ce même succès. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui fait que... Voilà. Il y a d'autres livres qui ont paru cet automne en Suisse romande, comme le livre d'Antoine Jacquier, qui s'appelle Avec les chiens, qui, à mon avis, a beaucoup de chance d'interpeller un grand nombre de lecteurs, puisqu'il raconte, il imagine un tueur d'enfants, type le sadique de roman, sort de prison. Les pères des victimes l'attendent à la sortie et ils avaient fait un pacte qui le tuera en premier pour venger leur enfant mort. Évidemment, c'est un pitch excellent, c'est un début d'histoire prenant. On s'est tous projetés là-dedans. Dans ce genre d'histoire, voilà. Sauf qu'effectivement, il se trouve que des meurtriers comme le sadique de roman ne sortiront sans doute jamais de prison. Sauf que là, c'est le parti pris du romancier. Et si un tel tueur sortait effectivement un jour de prison, qui l'attendrait dehors? Qu'est-ce qui se passerait? Et c'est un livre qui est extrêmement bien construit, avec simple d'accès, et que voilà, auquel je souhaite toute la chance du monde, et peut-être même pourquoi pas autant que celle d'un Joël Dicker, bien sûr. Oui, et vous avez dit justement par rapport à ça ce matin dans un article du Temps que il faudrait peut-être mettre plus en avant la littérature suisse romande, notamment en France, plus de médiatisation, parce que les Suisses romands ont du talent, enfin certains auteurs suisses romands ont du talent. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que les auteurs suisses romands pourront un jour avoir plus qu'un seul Joël Dicker par génération, ou c'est difficile la barrière? Alors bien sûr que j'y crois, dans le sens qu'il faut toujours essayer de faire mieux que ce qu'on fait, et d'avoir des envies, des rêves. C'est très compliqué. Ensuite, tout ça, ce sont effectivement ensuite des histoires de diffusion, de marketing, de communication. On est, dans le fond, on est au-delà évidemment des réflexions sur simplement est-ce qu'un livre est bien ou pas. Il y a des tas de livres très bien qui effectivement ne sortent pas des frontières suisses. C'est très compliqué parce qu'en France aussi, il se publie beaucoup de choses, beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup de petits éditeurs et du coup, ce qui est compliqué, c'est de trouver, les libraires sont inondés, il y a trop de livres dans trop peu de librairies, donc du coup, ce qu'on appelle les diffuseurs, ceux qui sont sur un territoire géographique, par exemple en France, chargés d'amener physiquement les livres dans les lieux de vente, ils ne prennent simplement pas les livres des auteurs publiés en Suisse romande. Ou bien si un éditeur a peut-être 20 livres à son catalogue annuel, le diffuseur français va lui dire « Ah, je te prends un, je te prends celui-là ». Mais les autres, non. Et ensuite, un éditeur roman ne peut pas tout seul s'improviser diffuseur sur tout un territoire français. Donc ensuite, évidemment que... Et puis les structures d'éditeurs sont toutes petites. En Suisse romande, les maisons d'édition ont peut-être 1, 2, 3 salariés quand elles ont des salariés. Voilà. Et donc ensuite, elles n'ont évidemment pas les forces toutes seules de monter une structure de marketing, de diffusion commerciale. Elles n'ont pas les moyens d'aller passer 3 jours à la foire du livre de Francfort, qui est le grand rendez-vous international, où on peut faire des rendez-vous avec les maisons d'édition du monde entier pour éventuellement vendre les droits pour des traductions. Parce que évidemment, ce qui fait le succès du livre de Joël Dicker, c'est les 45 traductions, plus ensuite les droits d'adaptation au cinéma qu'il a vendus ou qu'il va vendre. Donc effectivement, peut-être que là, c'est des questions que je me pose en tant que média, en tant que salon du livre, mais aussi en tant que responsable d'une politique du livre dans une ville. Est-ce que nous, on peut aider ces petits éditeurs qui sans doute ont à leur catalogue des livres qui ont un potentiel d'exportation, comme on dit, de rayonnement important? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à effectivement faire en sorte que ces livres, pourquoi pas, aient des traductions dans 45 pays? Donc c'est des questions, on n'a pas de réponse, c'est des choses qui doivent se faire évidemment ensemble, mais sur lesquelles j'ai envie de travailler parce que je pense qu'on a des auteurs qui ont du talent, autant peut-être qu'un Joël Dicker. Il a écrit un livre grand public, il voulait écrire un livre grand public, c'est un choix, ce n'est pas de la poésie. On sait que si on écrit de la poésie,
on n'a aucune chance de vendre 3 millions de livres, c'est un choix tout aussi respectable, évidemment, quoi. Mais et nous, en tant que ville de Lausanne, par exemple, on doit aider autant un poète qui a envie de construire une œuvre qu'un livre qui a une chance de vendre 3 millions d'exemplaires, de les vendre un jour. Et alors, une dernière question, c'est justement, est-ce qu'au prochain salon du livre et de la presse, c'est dans des mois, mais vous allez mettre à l'honneur, par exemple, ces auteurs suisses Bien sûr. La première chose que, dans le fond, que j'ai faite quand j'ai repris la présidence, on a créé une scène, une place suisse, avec une scène, pendant les 5 jours du Salon du Livre, tous les jours des auteurs et des éditeurs suisses, à côté un petit café suisse, d'ailleurs c'est un chalet qui vend des raclettes et de la viande séchée, c'est d'ailleurs l'espace de restauration qui marche le mieux du Salon du Livre, donc l'ingrédient suisse est quelque chose qui est apprécié par les visiteurs du Salon du Livre, et bien entendu que cette scène donc, existe maintenant depuis 4 ans, et elle est devenue vraiment le rendez-vous de printemps incontournable de l'édition romande, de l'édition suisse. Par exemple, les lauréats du prix de littérature suisse, qui sont maintenant aussi depuis 3 ans nommés à Berne chaque année, sont reçus. On y accueille nos parrains poulains, c'est-à-dire que le Salon du Livre a lancé un programme de mentorat artistique avec 5 tout jeunes écrivains qui discutent pendant des mois avec 5 écrivains beaucoup plus expérimentés et viennent ensuite parler au Salon du Livre sur la place suisse. Il y a une fierté et puis il y a un vrai plaisir des visiteurs de retrouver les auteurs qui parlent de leur pays, parce que souvent des auteurs romans parlent des lieux qu'on connaît. C'est vraiment un plaisir. Moi, j'adore lire les romans noirs, les polars de Daniel Abimi, par exemple, qui se passent à Lausanne. Ensuite, on ne peut plus voir sa ville comme avant. Corinne Jacquet, par exemple, qui est une auteure de polars genevoise. Tous ces polars se passent dans un quartier de Genève. Plain-Palais, la vieille ville. Ensuite, évidemment, qu'on ne se promène plus la même chose dans les rues qu'on connaît de jour, de manière assez banale. Ensuite, on voit du mystère un peu derrière chaque porte. Donc, bien sûr, oui, alors le prochain salon, 27 avril au 1er mai 2016, ça sera la 30e édition d'ailleurs. C'est un salon avec une belle longévité. Et donc, oui, bien entendu, la place suisse sera fidèle au rendez-vous. Alors voilà, on arrive au terme de cette interview. Alors merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à l'équipe de Labo 24 et bravo pour votre travail ces derniers mois. Merci beaucoup. Voilà, et on souhaite au Salon du Livre 30 autres années de littérature. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que des gens dans la salle ont des questions par rapport? J'ai 2 questions. La première, c'est lorsqu'on lit un livre sur informatique ou sur papier, on reçoit la même chose. On ressent la même chose. Certains lecteurs disent que oui. Moi, je sais que personnellement, je lis certains types de livres sur papier et seulement certains autres sur écran. Ensuite, c'est peut-être une question d'habitude. Imaginez un lecteur qui n'aurait fait que lire, que ce soit de la poésie ou des modes d'emploi, ou des recettes de cuisine, qui n'aurait fait que lire sur écran. Peut-être ne ferait-il pas la même différence que quelqu'un qui aurait grandi aussi avec le papier, quoi. Voilà. Mais moi, j'adore. Je trouve qu'on n'a rien inventé de mieux que le livre de poche. C'est pas cher, ça se corne, voilà. Je pense que c'est une invention géniale et qu'on n'est pas prêt d'arrêter d'acheter des livres de poche. Et puis ma deuxième question. Vous pensez que le livre papier va durer longtemps? Je pense qu'il va, oui, tout à fait, il va coexister. On voit que en France actuellement, on est à peu près à 4% uniquement de lecture, de pourcentage, disons, de lecture sur écran. Par rapport, et que donc aux États-Unis, on est à peu près à 20%.
mais on voit que dans certains, je sais pas, le domaine de la fantasy par exemple, on en est à 60% à peu près de gens qui lisent la fantasy, qui achètent des livres, des e-books et qui livrent que sur... voilà. Ça dépend le genre, ça dépend les publics, parce que la fantasy est effectivement une lecture qui est plutôt faite par les, disons, 20-30 ans. On voit que tout ce qui est de l'ordre du service, on parle... Tous les livres de pédagogie, les livres de cours, les dictionnaires, on n'en vend plus beaucoup en papier. Ça s'achète surtout... voilà. Mais évidemment, en fait, on a maintenant plus de choix. La télévision n'a pas tué la radio. On est dans ce genre de réflexion. On aura simplement davantage le choix du support et tous les supports vont coexister, à mon avis, pendant effectivement plusieurs générations encore. Alors, je reviens un moment sur ce que vous avez dit tout au début, en fait. Okay. Je vous entends très bien, en tout cas. Donc, je reviens sur ce que vous avez dit tout au début. Est-ce que le fait d'être si passionné de littérature, de lire beaucoup, même pendant votre enfance, vous a posé problème à un moment ou à un autre? Par exemple, par rapport à vos camarades qui préféraient peut-être jouer ou faire des tours en vélo et puis vous étiez plutôt sur vos bouquins? Bah non, parce que dans le fond, je faisais les deux. Enfant, j'étais à la fois souvent sur mon vélo et puis non, ensuite il y a toujours il faut toujours des intellos dans la classe, hein. Mais ensuite on peut en faire un avantage. Je tenais la bibliothèque de classe quand j'avais 12 ans, donc évidemment ça connote un peu, mais on trouve sa place. Non, et puis c'était peut-être que j'ai grandi dans une génération où on n'avait pas d'ordinateur, donc du coup c'était pas comme s'il y avait c'était pas si spécial que ça de beaucoup lire, vous voyez. Merci beaucoup. Peut-être qu'aujourd'hui le contexte est différent. Encore que les ados qui adorent effectivement tous les livres de fantasy, les sagas, c'est pas honteux d'adorer lire la littérature young adulte et la fantasy. Donc à mon avis on peut être grand lecteur aujourd'hui sans que ça pose problème. Peut-être avez-vous un avis différent? Non, c'est juste que j'étais un peu dans la même situation. Enfin, j'étais toujours à l'intérieur de la classe aussi. Ouais. Puis, donc, j'étais aussi celle qui était toujours sur son bouquin et puis un peu moins. Ouais. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça au final parce que j'adorais ce que je faisais. Ouais. Et je pense que c'est une force dans le sens qu'on a son propre univers. On ne s'ennuie jamais. On ne se sent jamais seul. Ça stimule l'imagination, ça fait voyager. Dans le fond, moi je n'y vois et je n'ai toujours vu que des avantages. Merci. D'autres questions dans la salle? Alors moi j'en aurais une. Je me disais comme ça, souvent on parle de films, de jeux qui corrompent la jeunesse par la violence ou des thèmes. Est-ce que selon vous, il y a des livres qu'il faudrait éviter ou des livres qui peut-être transmettre quelque chose de mauvais? Mais bien sûr, je suis d'accord qu'il ne faut pas qu'il y ait Mein Kampf à disposition de tout le monde forcément dans les librairies. Ensuite, la question de la violence est une question très intéressante. Il y a des livres extrêmement violents. Je veux dire, il y a des polars extrêmement violents. J'ai eu une discussion très intéressante avec un auteur polar qui s'appelle Jean-Christophe Granger, qui est un auteur de best-seller de polar, et il dit que ces livres qui ont été très souvent adaptés au cinéma, généralement il y a un tiers de violence de moins lors de l'adaptation au cinéma. Il ne le déplore pas parce qu'il pense qu'effectivement, en lisant un livre, on supporte beaucoup plus de violence décrite par écrit que décrite avec des images et que donc il dit que son livre, son histoire reste aussi violente au cinéma, même s'il y a un tiers de moins des scènes de violence ou d'intensité de la violence qu'il y avait à l'origine dans son livre. Je pense que tout ce qui est pris par écrit est plus facile à assimiler. On est un acteur de la lecture. Au cinéma, c'est beaucoup plus agressant en matière de... Voilà. Non, de toute manière...
c'est l'éternel problème de si on lit une histoire de meurtre, est-ce qu'on va passer à l'acte? Si on joue à un jeu vidéo où on tue des gens, on va tuer des gens? Non. Soit une personne a en elle-même quelque chose qui fait que, quel que soit ce qu'elle lise ou ce qu'elle voit à la télévision, elle va commettre quelque chose qu'elle ne devrait pas, qui est mal pour elle ou pour la société. Mais non, d'une manière générale, je ne suis pas pour l'interdiction d'aucun livre que ce soit. Il faut avoir confiance dans les lecteurs. Merci. Une autre question peut-être? Ne soyez pas timide, c'est votre chance. J'avais une question, c'était une question intéressante. Vous voulez partager une expérience de lecture peut-être? Alors, est-ce que... Oui, j'ai retrouvé. Désolée. Donc, vous aviez dit que c'était très difficile pour un auteur vraiment percé à l'international. Je trouvais ça intéressant et je me demandais si, parce que je connais des jeunes qui essayent de percer, si vous aviez des conseils, je ne sais pas, soit les pièges à éviter, voilà. C'est très difficile parce que chaque maison d'édition en France a ses méthodes de lecture différentes. Il y a des maisons d'édition qui ne lisent même pas ce qu'elles reçoivent par la poste parce qu'elles ont déjà, chaque personne des comités de lecture arrive avec ses propres propositions et qu'ils publient tellement peu que ça vaut même pas la peine. Il y a des maisons d'édition comme Gallimard qui ont des comités de lecture et qui publient au corps aujourd'hui des inconnus dont le manuscrit est arrivé par la poste. Donc des conseils valables pour tout le monde, ça n'existe pas. Mais je pense qu'il vaut mieux choisir une maison qui... Ça sert à rien d'arroser, ça sert à rien d'envoyer 300 lettres, 300 manuscrits à n'importe qui. Il vaut mieux choisir une maison dont on pense, une maison même modeste, Verdier, Le Rouergue, La Grande Ourse qui vient de publier Quentin Mouron, plutôt petite, mais dont on pense que l'esprit correspond à ce qu'on a écrit. Par rapport au genre, par rapport au style, voilà. Ça aura plus de sens parce que les personnes qui recevront la lettre ou le manuscrit seront dit, bah tiens, cette personne a réfléchi avant de m'envoyer son manuscrit, elle sera plus attentive. À mon avis, c'est voilà, c'est une des choses. Et puis ensuite, pas se décourager, voilà, réessayer, ne pas hésiter à aller dans les salons. Souvent, dans les salons du livre ou les foires du livre, à Nancy, à Brive ou à Genève, les éditeurs sont là, les directeurs de collection sont là. Donc parfois, ça peut tomber sur un coup de chance et les relations humaines continuent à compter, quoi. Mais bonne chance si c'est votre cas. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question ou c'était la dernière? Très bien. Alors, merci pour ce moment tout à fait intéressant. Merci.